Bonjour, bonjour Philippe. Bonjour à tous à Montréal et ailleurs au Québec. Aujourd'hui, donc, nouvelle présentation de Philippe Bertrand où on va étudier ou en fait discuter des nouveaux modèles d'affaires et évidemment pour nous faire peur, titre choc, tsunami à prévoir. Pour ceux qui n'auraient pas assisté à d'autres présentations, c'est fort simple. Les questions, les commentaires sont bienvenus tout au long de la présentation. Je vais vous demander un petit peu de discipline, c'est-à-dire que je vais répéter la question pour être sûr que ceux qui ne sont pas dans la salle comprennent bien et par la suite, Philippe pourra y répondre. Donc, quelques mots sur notre présentateur. Leader reconnu au sein de l'écosystème des PME québécoises, Philippe Bertrand est un entrepreneur de carrière qui a créé quand même 13 sociétés en 19 ans. Associé et chef de la croissance chez Amplio Stratégie et d'univers interactif. Philippe est curieux, en plus d'être doté d'une grande capacité d'analyse, ce qui peut être utile, j'imagine. Il met à profit ses talents de vulgarisateur pour aider les PME à développer de nouveaux modèles d'affaires en maximisant l'utilisation des technologies pour les faire croître. Il incarne au quotidien son message qui vise à déconstruire les paradigmes tant dans son champ d'expertise que sur des sujets qui l'interpellent en tant que citoyen du monde. Il est régulièrement invité dans les médias en tant qu'expert. Philippe est également auteur du livre Inspirant Inc., qui est un très bon livre par ailleurs, qui trace les portraits de 10 entrepreneurs québécois qui tentent à leur manière de changer le monde. Donc, sans plus tarder, Philippe, à toi la parole. Merci beaucoup pour l'intro. Regardez, je vais juste me présenter super, mais je pense que j'ai déjà une super belle intro. Philippe Richard Bertrand, je suis un entrepreneur de carrière. Ça me fait toujours rire quand on trouve ça big, là, parce que j'ai eu 13 compagnies en 20 ans. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les 7 premières ont été des échecs catastrophiques, là, honnêtement, des tsunamis. En plus, je les ai eus dans les 10 premières années de ma carrière, ce qui veut dire que j'ai eu 7 échecs, un après l'autre. Donc, il a fallu se relever puis décider de faire les choses différemment. Je le dis souvent, pourquoi je suis encore un entrepreneur, c'est que j'ai développé cette capacité de rebondir, tout en bien entendu en respectant les obligations que j'ai pu prendre avec des fournisseurs ou des banquiers. Donc, c'est cette capacité-là que je veux vous parler aujourd'hui, cette capacité-là d'être à l'affût de ce qui se passe. En anglais, on appelle souvent ça un tipping point, le point de bascule. Puis, on va voir dans les prochaines années, à cause de l'arrivée de certaines technologies, dont l'intelligence artificielle, il y a des métiers, il y a des corps de métiers qui vont disparaître. Là, je ne veux pas te faire peur, mais un des métiers qui va être frappé de façon importante, c'est le métier d'avocat. Parce que l'arrivée de l'intelligence artificielle va faire en sorte qu'il y a déjà une compagnie qui a numérisé l'ensemble des codes civils, des codes criminels de la planète. Donc, au même titre que certaines autres technologies comme le blockchain va changer dans la façon qu'on fait une transaction financière ou même de la façon qu'on achète une maison. Ce qui veut dire que les notaires vont être frappés de plein fouet. Aujourd'hui, je veux pas être... je veux vraiment vous faire un wake-up call pour que vous soyez en démarrage. S'il y en a qui nous écoutent sur Internet, qui sont dans de plus grandes corporations, je pense qu'il faut vraiment se réveiller parce qu'il y en a qui n'ont pas vu la vague arriver. Puis je vais vous montrer quelques exemples tantôt, là, des multinationales avec 140 000 employés qui ne se sont pas adaptés puis qui se sont retrouvés à fermer, faire faillite en quelques mois après ça. Mais la raison pourquoi on revoit la plupart du temps son modèle d'affaires, une des principales, c'est qu'il y a un cycle de renouvellement de produits qu'on a de la misère à soutenir. Ce que je veux dire par là, prenons l'iPhone 7, je suis tout content, j'ai le nouvel appareil, pow, il lance l'iPhone 8, il lance l'iPhone X, puis là, ça ne finit plus. Alors, il y a une capacité dans le marché en ce moment, mondialement, de lancer des produits et le temps de lancer ces produits-là réduit en termes de nombre de mois et d'années. Puis c'est la même chose au niveau pour les services. Une compagnie qui veut lancer un service, j'étais avec des comptables hier. Aujourd'hui, tu peux faire tes états financiers en Inde avec les rules, les règlements des Gap Rules du Canada. Vous comprenez que ça met une pression sur ce qu'on appelle les Big Five à Montréal de revoir leur modèle d'affaires parce que la comptabilité quotidienne, tu ne peux plus, à un moment donné, penser à faire ça au Canada ou au Québec. Donc ça, c'est très important. L'autre affaire, c'est la multiplication des produits de référence.
On parle de téléphone intelligent, souvent, juste pour en donner un exemple. Téléphone intelligent, ce qu'on oublie, là, il y a 157 modèles de disponibles sur le marché. Ça ne se résume pas juste en Apple puis Samsung. Là. Il y en a 154 autres modèles de différentes compagnies. Puis souvent, je donne l'exemple super simple. Moi, j'ai eu l'honneur, je vais appeler ça l'honneur, d'aller magasiner le premier mascara d'une jeune fille. Puis dans ma tête, je me suis dit, je vais arriver là, en pharmacie, puis il va y avoir 4 sortes de mascara. Là. Écoutez, là, il y a 8 murs. Il y a 8 murs de mascara. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'admettons qu'il y en avait juste 4 dans les années 50. Le client n'est pas satisfait sur le premier. Il va passer au deuxième. S'il n'est pas satisfait sur le deuxième, il va passer au troisième. À un moment donné, à 4 produits, s'il n'est pas satisfait, il va revenir au premier. Il n'aura pas le choix. Alors, ce qui veut dire que tu perdais ton client 4-5 mois, puis il revenait. Aujourd'hui, à 7 murs de mascara, avec des milliers, si tu perds ton client, il ne reviendra plus jamais chez vous. Parce qu'il peut changer de service à chaque mois ou de produit à chaque mois, puis il va toujours avoir un nouveau produit devant lui. Alors ça fait mal aux entrepreneurs parce que ça nous demande et ça nous pousse à lancer des produits. Puis des fois, on va trop vite. Prenez le cas des Samsung, les téléphones qui explosaient. Là. Il y a quand même quelqu'un qui a décidé de les mettre sur le marché. OK? Puis c'était une pression des marchés financiers pour que cette compagnie-là émette un nouveau produit. Alors ça va faire mal. C'est encore une fois un problème de modèle d'affaires. Mondialisation de l'économie. Je parle souvent, quand je parle de ça, encore une fois, je l'ai donné mon exemple, on peut faire faire nos états financiers en Inde avec les règlements et les rules, ce qu'on appelle les gap rules au Canada. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ou l'autre exemple que je donne, pour apprendre à mon fils à gérer de l'argent, mon fils de 11 ans a un iPhone. Puis relié à ce iPhone-là, je lui paye une carte de crédit prépayée pour lui apprendre à faire ses achats, puis aussi, s'il va aller au dépanneur, il peut utiliser sa carte de crédit prépayée. Mon fils, petit Bright, a décidé de se commander, je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants ici, là, mais tu sais, les maudits spinners, là, qui nous ont tous rendus fous à la maison. Mais moi, mon fils a compris qu'il pouvait en commander en Chine. Alors, il s'est ouvert un compte PayPal, 11 ans, lui-même, avec sa carte de crédit prépayée. La seule affaire qu'il n'a pas réalisée, c'est que quand il a acheté pour 50$ US de spinners, je les ai reçus à Montréal, à mon bureau de la Place Ville-Marie, j'avais 167 $ de frais de douane. Là, j'étais moins content, mais c'est ça la mondialisation de l'économie. C'est que c'est rendu tellement simple. Si mon garçon de 11 ans a été capable en quelques clics de s'acheter ces spinners-là, imaginez quand tu magasines et tu veux vraiment quelque chose. Exigence de qualité. Rappelez-vous, là, pour ceux qui sont dans ma trempe d'âge, la quarantaine, moi, quand j'étais à l'université, je voulais me payer des beaux meubles. Ce qu'il y avait de plus design, c'était Ikea. C'était chez Ikea. Le seul problème avec Ikea, c'est que tu montais ta bibliothèque il y a 20 ans, là, puis elle était déjà, même la journée 1, là, tu l'as montée, elle était déjà croche. Aujourd'hui, ils ont fait un effort considérable pour que les produits soient de qualité. Est-ce que c'est la qualité ultime? Non. Mais c'est pour un rapport qualité-prix, c'est abordable, c'est accessible aux gens, donc c'est acceptable. Sauf qu'aujourd'hui, ça met encore une pression énorme sur les modèles d'affaires de certaines entreprises, ces exigences de qualité-là. Je parle aussi de l'explosion des technologies. Encore une fois, aujourd'hui, sur le web, tu apprends qu'il y a un nouveau produit qui est lancé au Japon. Il y a 30-40 ans, il fallait que tu attendes que ça sorte dans un quotidien ou un journal américain. Aujourd'hui, avec les alertes qui sont gratuites, tu peux savoir instantanément qu'il y a un nouveau produit. Puis, tu peux avoir, bien entendu, quelqu'un, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire là, que la personne avait mis dans un blender un iPhone pour le détruire. Bon, mais tu sais, ça a révolutionné le monde des blenders. Mais tu sais, il a fait un stunt marketing avec ça. Alors, imaginez la compagnie qui était dominante dans le marché quand ils ont vu cette vidéo-là. Ils se sont dit, wow, on a un problème. Aujourd'hui, les blenders avec les Magic Bullet, les Ninja, j'ai l'air d'un expert des blenders, là, parce que j'ai étudié le cas, mais la compagnie qui était dominante s'est vue totalement dépassée parce qu'elle pensait, elle, que le design était la condition première d'achat d'un blender. Non, c'était de pouvoir détruire ce que tu mets dedans. Quand tu es rendu que tu détruis un iPhone pour le fun, c'était pour prouver que ce blender-là, il détruisait tout. Compression des marges. Mais à un moment donné, ce qui arrive, comme entrepreneur, vous allez le voir, puis moi, j'ai passé 20 ans en technologie de l'information. Il y a 10 ans à Montréal, on faisait un site web pour, admettons, 50 000 $, quelque chose d'assez compliqué.
10 ans plus tard, aujourd'hui, bien, le même site web, il vaut à peu près 5 000 $ au grand des plus. La différence entre il y a 10 ans, c'est qu'il y a 10 ans, je payais peut-être le programmeur 30-40 000. Aujourd'hui, sur le marché de Montréal, le même programmeur, il demande 70 000. Puis il veut ses déjeuners fournis. Puis pour venir à l'entrevue, il voudrait une voiture corporative parce qu'il n'aime pas trop prendre le métro, parce qu'il fait froid dehors. C'est ça, les règles du marché. Mais à un moment donné, tout ça fait en sorte que l'entrepreneur n'a plus de marge. Puis moi, j'ai évolué dans une entreprise que j'ai décidé de quitter à un moment donné parce qu'on travaillait tellement fort sur plusieurs pays, puis on faisait de 9 à 10 % de marge, incluant nos crédits d'impôt. Ça n'avait juste pas de bon sens de travailler aussi fort. Bon, ça, c'est la même marge. Ce que je dis souvent, là, c'est que les règles d'affaires vont totalement changer. OK? Puis un peu, en ce moment, on est victime, moi j'appelle ça le Far West. Là. C'est vraiment le Far West en ce moment. Parce que tu as des gens qui se lancent très vite, en une mode très agile, puis qui prennent la place dominante d'un géant mondial. OK? Puis ça, c'est vraiment en faisant des stratégies très tactiques. Le problème, c'est quand tu es dans une grande corporation, prenons une banque avec plusieurs milliers d'employés, juste de changer un service, tu as 28 à 29 départements à convaincre pour changer un service. OK? Donc, ce n'est pas un projet qui se fait sur 3-4 mois. Mais il arrive après ça une technologie comme les bitcoins, les monnaies virtuelles, qui s'échangent très facilement d'encrypter. Je ne suis pas là pour dire si c'est bon le bitcoin ou pas. Mais ce que ça fait, c'est que ça met une pression sur une banque qui, elle, n'est pas capable de sortir une technologie en 10-15 semaines. Pour la simple raison qu'ils ont 28 départements internes à convaincre de sortir ce produit-là. Alors, ça met encore des choses très difficiles. Il faut vraiment répondre aux besoins d'affaires en utilisant de la technologie. Puis, il ne faut pas se le cacher, là, au Québec, dans certaines sphères, on est hyper avancé. Robotique, que tu vas parler tantôt, intelligence artificielle. Mais aller faire des tours dans des usines, moi, j'ai passé ma vie à avoir des clients dans le manufacturier. L'usine n'est pas trop robotisée. T'sais. Ou ceux qui le sont ont un avantage concurrentiel. Mais on a peur, on est réfractaire à la technologie au Québec. Je le dis souvent, on a facilement, moi j'ai le meilleur des métiers du monde aujourd'hui parce que je suis payé par des clients pour voyager à travers le monde, pour aller voir comment on fait des trucs ailleurs. J'ai une entreprise de meubles qui m'a amené au Japon pour voir une usine au Japon, pour apprendre. Puis souvent, ce que je dis, c'est que mon client me disait, écoute, ils ne nous laisseront jamais rentrer au Japon. Écoute, tu penses qu'on va essayer de vendre des meubles, une table de Montréal au Japon? Là, ça ne marchera pas. Là, à moins que tu sors une table designée par Philippe Stark ou une chose. Je dis, écoute, moi, je vais contacter cette entreprise-là. Écoute, ils nous ont fait faire une visite d'usine. Ils en ont reçu. Mais écoute, je vais te dire une affaire, mon client, là, quand il revenait à Montréal, il était découragé là, parce qu'on était au summum de la robotisation. Là. Tout était robotisé. Puis ça ne voulait pas dire qu'il avait coupé les humains qui travaillaient dans l'usine. C'est que les humains faisaient d'autres choses. Ils faisaient des tâches à valeur ajoutée. Alors, il faut faire attention à ça. Puis là, je vais parler tantôt de l'univers de la construction. Si on a en moyenne 10 ans en retard au Québec, technologiquement sur ailleurs, le domaine de la construction, c'est 20-30 ans sur les méthodes de faire. Ce que je réalise aussi, c'est que souvent, les projets d'innovation et les projets numériques ne sont pas gérés comme les autres. Quand je rentre dans une entreprise manufacturière, mon fun, c'est toujours de dire, as-tu un département d'innovation? Puis aujourd'hui, les compagnies en ont pas mal. Ils sont fiers de dire, ah oui, écoute, j'ai un gars en innovation ou une fille, elle était 40, je suis parfait, elle est assis où dans l'organisation? Je veux voir son bureau. Puis là, finalement, elle est dans le fond de l'usine, vue sur le garage, en 2 machines. Il faut quasiment qu'elle se mette des écouteurs pour entendre la machinerie. C'est pas traité, c'est pas une entreprise qui a un département d'innovation. Là. Ça, c'est de faire croire que tu veux innover. OK, avoir un département d'innovation, c'est quelqu'un qui relève directement du président de l'entreprise. Parce que ça part de là, les décisions. Alors, souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut que vous gérez vos projets numériques ou d'innovation, OK, de façon très rigoureuse, avec du sérieux. Si, moi, j'ai travaillé avec une banque canadienne dans les 2 dernières années, notre projet rapportait directement au chef de la direction de l'entreprise. C'était tellement important. Puis aussi, changer son modèle d'affaires ou faire de l'innovation, ce n'est pas uniquement de l'innovation technologique. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste
Je vais vous montrer plein d'exemples en ce moment, là, justement pour vous casser ça, qu'il y a plusieurs compagnies qui ont fait des innovations autres que technologiques, mais qui ont complètement chamboulé le modèle d'affaires, encore une fois, d'entreprises très établies, puis qui leur ont damé le pion. Puis, le numérique, là, c'est pas juste une affaire de techno. Okay? 80% des projets d'innovation ou changement de modèle d'affaires flop parce qu'on oublie de s'occuper de l'humain. Okay? L'actif le plus important d'une entreprise, c'est celui qui part à 5 heures le soir, qui sort de l'entreprise. Ce sont les humains. Ce sont vos employés, vos partenaires d'affaires, vos actionnaires. Puis si eux ne sont pas mobilisés et ne comprennent pas le projet de réinvention de l'entreprise, de réingénierie, appelez ça comme vous voulez, jamais ce projet-là va aboutir. Ou il va prendre des délais incalculables, ou il va carrément avoir des freins. Souvent, moi, je rentre dans une entreprise puis je le vois tout de suite qui va être mon frein dans une équipe au projet du changement du modèle d'affaires. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut sortir cette personne-là de l'équipe. C'est juste qu'elle, cette personne-là, a quelque chose d'un peu plus dur au niveau du changement. Il faut s'occuper, il faut l'embarquer. Parce que sachez que si cette personne-là, okay, souvent, ses membres d'équipe savent que cette personne-là, okay, est un frein. Si tu réussis à convaincre cette personne-là, puis moi, souvent, c'est la première personne que j'essaie de convaincre, tout le monde, le reste du monde, rentre dans les rangs. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, tu as convaincu la personne qu'on savait qu'il n'embarquerait pas dans le projet. Okay? Puis c'est ça qu'il faut faire, c'est s'occuper des humains, puis d'avoir des plans. C'est sûr que nous, dans notre entreprise, tout est basé sur 80 jours, là, parce que ça prend 80 jours faire un changement chez quelqu'un. Mais c'est sûr que si vous faites un plan sur 80 jours de comment vous allez vous occuper des humains dans votre cycle de transformation, je vous garantis que votre projet va fonctionner. Vous n'arriverez peut-être pas au port où vous voulez aller, parce que souvent, pour faire de A à B, il faut faire un A1, A2, A3, mais vous allez arriver à B beaucoup plus rapidement si vous êtes occupé des humains. Je veux tout de suite tomber dans des exemples, parce que moi, je suis un gars pratico-pratique, là, ma phrase préférée. Philippe, oui. Avant tes exemples, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Oui, bien sûr. Moi, je vais prendre un verre d'eau, une gorgée d'eau. Oui, c'est ça, ça va donner une chance. Questions, commentaires jusqu'à maintenant? Okay. Mon Dieu, vous êtes sage. Beaucoup trop. Par rapport à tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui, selon toi, puis je ne veux pas voler de punch, je ne connais pas ta présentation, si tu viens plus tard, quel est le plus gros frein à l'innovation en fonction de ce que tu viens de nous dire? Les humains. C'est 100% les humains. Il y a un projet de transformation de son modèle d'affaires, d'innovation. Encore une fois, appelez-les comme vous voulez. Si tu n'embarques pas le côté humain, puis tu ne l'expliques pas. J'étais dans une entreprise hier qui est dans une grande transformation et ils sont obligés de faire littéralement un pas de reculons parce que ils avaient d'excellentes idées, mais ils ne se sont jamais occupés de l'humain. Alors, prends le head office qui est hyper mobilisé, là, mais la succursale à Saint-Georges-de-Beauce, elle, ils ont envoyé un communiqué. Là. C'est bon, c'est ça qu'on va faire. Ils n'ont pas mobilisé cette gang-là. Là. Alors, la réticence vient carrément du réseau de franchise et ça a été catastrophique. En d'autres mots, ils n'embarquent pas, ils ne mettent pas les nouvelles affiches publicitaires. Alors, si vous ne vous occupez pas de l'humain, puis souvent, moi, je dis à un client, c'est sûr que nous, on le fait dans des grandes compagnies, mais souvent, je dis au président de puis je l'ai fait avec une banque, là, j'ai pris le président de la banque qui me disait qu'il n'y avait pas de temps, mais je dis, vous allez prendre le temps. Puis on est d'aller dans une succursale, pas à Chibougamau, là, sur la rive sud de Montréal. J'ai amené le président de la banque. Je dis, va voir ton directeur, puis pas annoncer, je peux le garantir que quand le président de la banque rentre dans une de ses succursales, tout le monde devient un peu. Puis je dis, tu vas aller demander au directeur de cette succursale-là ce qu'il pense du plan. Puis comment que lui, il l'a compris. Quand on est sorti de là, il dit, Philippe, ça n'a pas de sens, là. Il n'a vraiment rien compris. Je dis, attends une seconde, il n'a rien compris ou tu n'y as pas expliqué? C'est sûr, si tu as envoyé 3 à 4 documents, puis un binder, puis lis dans le binder, ça, c'est pas expliquer un plan. Là. Non. Alors, souvent, on oublie cette chose-là. Puis hier, écoute, l'entreprise qu'on a visitée était prête à nous donner là, beaucoup d'argent. Puis j'ai dit, écoute, là, on va commencer par, je vais vous donner un truc, je vous le donne gratuit. Vous allez faire une vidéo interne avec le CEO, où est-ce qu'il va accepter qu'ils ont fait une erreur et qu'il va faire une consultation du réseau des franchises. Il va les appeler pour 15 minutes chacun avant de reprendre le programme de transformation.
Puis là, il dit, OK, on va engager une équipe de tournage. Puis là, j'ai des amis qui font des tournages ici. Là. Mais tu sais, je dis, hey, faites ça avec un iPhone. Là. Moi, je veux que ça soit fait demain. Puis aujourd'hui, ils m'ont mis dans le BCC. Puis le CEO a fait son mea culpa. OK? Puis là, j'attends juste de voir comment ça a été perçu. Mais c'est ça de se retourner. Quand tu as une erreur humaine, quand tu réalises, fais juste le corriger tout de suite. Ça ne donne à rien de continuer. Puis ça, c'est de sonder souvent. On oublie souvent là, dans nos pièges, nos head office, nos bureaux chefs, de ce qui se passe réellement dans la succursale, dans le magasin concerné. Puis souvent, c'est un des gros problèmes. C'est bon. Tu peux passer aux exemples. Oui, les exemples. Le premier exemple, je vais vous donner. Bon, tout le monde se rappelle de Kodak? Bon. Kodak, une entreprise milliardaire, là, pas 10-15 millions, là, des milliards de chiffre d'affaires. 140 000 employés dans le monde. Okay? Il y a un ingénieur dans le fond du département d'innovation, dans le fond d'une usine aux États-Unis, là, qui n'avait même pas de bureau pour travailler, qui travaillait sur un appareil de photo numérique. Tu comprends? Puis qui a présenté ça à ses patrons. Puis on dit, écoute, là, jamais que le monde va regarder des photos sur un laptop. Jamais. Et on dit, écoute, là, retourne, là, occupe-toi de faire fonctionner nos boîtiers. Là, on ne t'a pas demandé de passer au futur. Bien, cette personne-là est passée chez Sony, démissionnée, passée chez Sony. Sony lançait le premier appareil numérique. 3 ans après, Kodak faillite mondiale. Mondiale. Juste parce qu'ils n'ont pas écouté. Puis le même gars de chez Sony, après ça, est allé travailler où? Chez Apple, pour lancer l'iPhone. Donc, tu sais, c'est ça. Puis après ça, toutes les compagnies là, qui ont emboîté le pas, Sony étant la première appareil numérique, a dit jamais que le consommateur va vouloir combiner son agenda avec un appareil photo. Puis c'était dans les années des Palm Pilot. Si vous vous rappelez, il y avait une mode totale, là, tout le monde avait un Palm. Mais ils ont juste mis plein d'appareils ensemble. Puis bon, BlackBerry a été le premier à le faire. Puis après ça, BlackBerry a dit un écran couleur tactile, ça ne marchera pas. Puis ils se sont fait donner le pion par Apple. Mais ça, c'est clairement, c'est 140 000 employés à la rue, fonds de pension fini, tout était terminé 3 ans. C'est au cycle que ça va. Puis là, ça, c'est un vieil exemple, mais je vais vous en donner d'autres. Qui se rappelle de Blockbuster? Blockbuster avait, écoute, je pense, 6 000 magasins à travers le monde. Netflix sont allés les voir. Puis on dit, hey, on aurait besoin d'1 million parce qu'on veut passer des machines distributrices de location de films à louer des films sur Internet que les gens vont pouvoir écouter sur leur téléphone et leur laptop. Blockbuster dit, jamais qu'on va regarder des films sur un laptop, sur nos téléphones. Là. Ever. Très mauvaise idée. Mais ce million-là d'investi par Blockbuster aujourd'hui vaudrait 900 millions de dollars. Ça aurait peut-être donné un second souffle à un Blockbuster de ce monde qui, encore une fois, suite à l'arrivée de Netflix, a fait une faillite rocambolesque. Là. Puis tous les studios, les grands studios américains, Disney, HBO, ont tous perdu de l'argent parce que c'est eux qui finançaient Blockbuster. Ils ne l'ont pas vu venir. Je n'ai pas besoin de vous expliquer Uber. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour juger de la façon qu'ils rentrent dans un pays, le cadre légal. Mais eux, ils ont compris quelque chose, c'est que le consommateur, généralement, qui consomme du taxi, était mal servi pour plein de raisons. Le paiement, localisation du véhicule. Ils ont lancé une application, mais c'est une industrie en ce moment. L'arrivée de Uber dans certains pays est en train de changer drastiquement le mode dans lequel on consomme le transport. Parce que là, je ne sais pas si vous avez essayé, mais Uber Eats à Montréal, là, parce que ça marche bien. Tu sais, là, ils se sont arrangés de livraison de nourriture. Là, il y a Uber Freight qui va être lancé. Ils vont livrer des colis, donc ils s'en vont dans le transport. Et juste pour vous donner jusqu'à où ça va, Walmart, en ce moment, a un problème aux États-Unis. Ils vendent tellement d'items qu'ils ont de la misère en ligne, là, online. Ils ont de la misère à les livrer chez les gens. Ils ont fait un partnership avec Uber. Et Walmart permet, dans certains magasins pilotes, aux employés qui finissent leur journée d'aller livrer la poussette, l'épicerie, dans 5 km à la ronde du magasin. L'employé est super content, il fait un revenu additionnel. Walmart, ça désengorge son shipping parce qu'en ce moment, ça n'a aucun sens. Là. Je pense qu'ils vendent 1 million d'items par jour.
par jour. Donc, il faut en livrer 1 million, en bout de compte. Alors là, ils sont en train de faire un partnership avec Uber pour, bien entendu, calculer la route et combien l'employé va toucher pour sa course. Alors, encore une fois, on est en train de réutiliser un bien. Là, vous comprenez que l'industrie du camionnage aux États-Unis est en grosse tollée, puis qu'ils disent qu'ils sont en train de se faire voler, puis qu'un employé n'est pas habilité à livrer une poussette. Il faut s'entendre. Là, ça s'en vient ridicule d'essayer de protéger son marché. Ça ne marchera juste pas. Element AI. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Element AI? Bon, compagnie de Montréal qui a levé 140 millions de dollars. Not so bad. Element AI va changer complètement certaines choses qui sont banales ou faites de façon... Là, ils travaillent en ce moment, en fait, c'est comme l'ennemi juré du barreau du Québec, parce qu'ils travaillent, c'est eux qui travaillent à regarder comment on peut réinventer des métiers. OK? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, dans un cabinet d'avocat, tu fais tes revenus principalement, bien pas principalement, là, mais une certaine partie de tes revenus, c'est dans des frais d'études. Tu sais, je t'arrive avec un cas, puis là, je te dis, écoute, comment que tu penses me défendre? Puis là, je vais te revenir, tu regardes les jurisprudences. C'est du travail colossal, là. Puis, tu sais, il faut savoir comment regarder. Mais une fois que l'ensemble des documents sont numérisés, puis que tu peux faire des recherches de mots-clés, alors, dans son business model, ça va peut-être enrayer 25% des revenus. Oui. Ça, je peux me permettre de répondre. Oui, c'est ton métier. C'est ton métier. Je ne fais pas par exprès. Là. Non. Puis, on est confronté à ça comme professionnel. Puis, c'est d'ailleurs le sujet de la prochaine conférence. Je parle exactement de ça. Comment ça nous frappe et comment on peut s'adapter. Puis, je ne veux pas voler de punch sur la prochaine conférence, mais au contraire, nous, ça nous excite beaucoup, ça. Parce qu'on va rendre des services à valeur ajoutée. On va servir de ça comme des outils pour aller plus vite, plus loin, puis être plus créatif dans nos solutions. Mais c'est sûr que quand moi j'ai fait mon cours, j'ai commencé en 89, ben, on en a bouffé de la poussière dans les bibliothèques. Aujourd'hui, certainement un peu moins. Donc, c'est une façon de réorganiser le travail. Ton cabinet qui est très techno, là, parce qu'on se connaît, il faut se le déclarer. Son cabinet est techno, tu es à l'avant-garde, tu es agile, mais ça, c'est la mentalité qu'il faut. Tu comprends? Mais prends, là, je ne veux pas en nommer un, mais prends un gros cabinet, centenaire, qui a 200 associés juste à Montréal, est plus tough de virer, là, parce que, encore une fois... On tombe dans les Kodak de ce monde. Ça va faire très mal. Alors, ces compagnies-là sont à surveiller. Bitcoin, Bitcoin qui est une des 50 crypto-monnaies disponibles sur le marché. Souvent, les gens me disent hey, « Pourquoi tu parles juste du Bitcoin? » C'est juste parce que c'est le plus connu. Là. Mais c'est une crypto-monnaie. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est bon, si c'est pas bon. Je sais juste qu'il y a un mois, j'ai fait une entrevue à C'est quoi avec un gars qui s'appelle Jonathan Hamel qui parle de Bitcoin puis qui c'est vraiment un expert à Montréal. Puis il était à 4 300 $ puis il était à 10 000 à ce qui paraît. Là. Bon. Donc, est-ce que c'est une bulle? Je ne le sais pas. Par contre, ce que ça va faire, c'est que la monnaie, donc la monnaie papier, va disparaître. La Banque nationale est en train de se préparer à ça. Là. Le président de la Banque nationale a dit que d'ici quelques années, pas dans 30 ans, là, il n'y aura plus de monnaie papier. Ça n'existera plus. OK? Puis, c'est bien plus sécuritaire que, tu sais, moi, mon grand-père, Dieu ait son âme, quand il est décédé, militaire canadien, pas un homme fortuné, on a réalisé qu'il avait mis sous son matelas des dizaines de, tu sais, 15 000 $, qu'il a dû accumuler là, avec un petit salaire toute sa vie. Puis lui, il trouvait ça plus safe de garder 15 000 $ en dessous de son matelas. Là. Puis là, je ne vous dirais même pas la réaction de ma grand-mère qui, selon elle, s'était privée toute sa vie quand on a découvert... Mais tu sais, aujourd'hui, c'est plus ça. La transaction, pensez juste au virement Interact, comment c'est simple. Mais là, ça va aller bien plus vite encore avec ces crypto-monnaies-là parce que c'est une valeur. Si moi, là, toi, tu es un Américain et j'essaie de t'envoyer un Interact de 100 $, ça ne marchera pas, là. Tu vas arriver pour l'accepter dans ta banque va dire « Oh, il y a un problème de currency. » Ce n'est pas une valeur équivalente. Avec ça, on peut se l'envoyer. Bon, ça amène aussi des déroutes qui est partie de 4 000 $ à 10 000 $ en termes de valeur. Puis, il faut faire attention aussi parce qu'au sens de la loi, les crypto-monnaies sont considérées comme du gain en capital. Là, je ne veux pas vous faire un cours sur la fiscalité, mais c'est vraiment pas cool. Ce qui veut dire que, admettons que j'aurais acheté du Bitcoin pour 4 000 $, il est rendu à 10 000 $, vous comprenez que ma plus-value est de 6 000 $, mais cette plus-value-là, elle est taxée.
OK? Parce que c'est comme des actions en bourse, OK? Gain en capital. Donc, il ne faut pas nécessairement tout se garocher dans le Bitcoin en pensant que c'est clair d'impôt. Si vous regardez aujourd'hui, l'Agence de revenus du Canada a demandé à PayPal de l'information sur l'ensemble depuis 2014, je pense, 2014, l'ensemble des transactions commerciales qui ont été faites au Canada. Donc, pour ceux qui n'ont pas déclaré leurs revenus de choses qu'ils ont vendues, juste les comptes commerciaux, il y en a qui vont avoir des méchantes belles surprises là, dans les prochaines semaines. Là, ça ne sera pas drôle. Alors, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut que le monde s'adapte à ça. Un autre type de technologie, c'est la blockchain. La blockchain, c'est une façon de faire des transactions sécurisées. Vous comprenez que le métier de notaire, quand vous avez un notaire, vous achetez une maison. Vous achetez une maison, le notaire va s'assurer que la maison, vous avez payé vos taxes, elle est libre de paiement ou il n'y a pas d'hypothèque dessus. Donc, c'est encore une fois des frais de recherche. OK? Donc, les notaires, ce qu'ils vous chargent, c'est de rechercher les titres. Puis s'assurer que le titre, je vais utiliser le mot clean, là, juste pour que ça soit plus simple. Mais avec la blockchain, ma maison va être possédée dans mon blockchain. Quand je vais te transférer, je ne pourrai simplement pas te transférer s'il y a un lien dessus. Tes taxes ne sont pas payées sur la maison? Ah, je ne serai pas capable de la transférer. Tu n'as pas payé ton hypothèque? Ah, je ne serai pas capable de la transférer. Puis deuxièmement, on s'assure aussi, parce que vous savez qu'il y a une fraude qui est de plus en plus répandue. Il y a des gens qui se font voler par des gens peu scrupuleux leur maison en manipulant les titres fonciers. Ça n'arrivera jamais avec ça. La problématique de ça, par contre, c'est que si tu perds ton password, bien là, tu ne pourras plus jamais vendre ta maison. Parce que le password est encrypté. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des transactions, qui ont tout de suite trop vite changé le password sur quelque chose, ils ne sont plus capables d'accéder au titre qu'ils possèdent. Puis honnêtement, même si tu engagerais le pire des hackers, ça ne marchera pas d'ouvrir le titre. OK? Donc ça devient une problématique. Là, je vais parler de Compagnie du Québec. Tout le monde connaît Hydro-Québec? Bon, fleuron québécois, hydroélectricité. C'est quoi l'actif principal d'Hydro-Québec? L'eau, l'eau n'appartient pas à Hydro-Québec, mais c'est le barrage. C'est le barrage, OK? Ça nous a coûté, les Québécois, des centaines, pour ne pas dire des milliards de dollars de bâtir ces barrages-là. Qu'est-ce qui s'en vient de plus en plus populaire? Le solaire. Elon Musk qui veut lancer des batteries super capacité qui vont emmagasiner de l'énergie pour ta maison. Hydro-Québec, là, faites juste regarder, là, honnêtement, retournez juste 10 jours en arrière. Ils sont en panique, là, totale. Pourquoi? Ils ont misé sur un actif, de la brique puis du mortier, là, qui ne valera plus rien à court terme. Qu'est-ce qu'Hydro-Québec est en train de faire en ce moment? Il se lance dans l'énergie éolienne, il essaye. Mais ce qu'on oublie, là, c'est que la batterie à grande capacité, là, où est-ce qu'elle a été développée? Il y a 20 ans? Chez Hydro-Québec. La voiture, là, tout le monde tripe sur Tesla. Là. Wow, Tesla, oui, elle design la voiture. La première voiture électrique mondiale, elle a été développée à Montréal. Ça a été, écoute, il y a un édifice weird sur le bord de la 30, dans le bout de... L'IREC. Ça a été développé là. Quand vous parlez à des gens d'Hydro-Québec, dans ce temps-là, écoute, le gars qui a développé ça, il en avait peur pour sa vie il y a une vingtaine d'années. Là. Il habitait, écoute, il travaillait dans le sous-sol. Ils ont été obligés de se fournir des gardes du corps. Pourquoi? L'industrie du pétrole, il a dit, c'est pas vrai que tu vas lancer une voiture électrique. Aujourd'hui, les plus gros backers financiers de Tesla sont les compagnies de pétrole. Parce qu'ils savent, encore une fois, le modèle d'affaires est en train de changer. Alors, Hydro-Québec, malgré que ce soit un fleuron québécois, qui a accès... si Hydro-Québec décide de se payer le meilleur consultant sur la planète, ils vont le faire venir en jet privé s'il faut. Mais ils ont manqué le bateau. Et de changer d'horizon pour Hydro-Québec, avec le nombre d'emplois qu'ils ont, c'est pas jouable. Le moteur roux? Bien, le moteur roux, c'est l'ancêtre de la Tesla. C'est vraiment ça, là. Puis les batteries haute capacité, Hydro-Québec avait fait des projets là-dessus, là. Mais on a décidé de fermer ce savoir-là parce que à l'époque, c'était pas concret. Mais aujourd'hui, Tesla, ça pourrait être canadien là, si Hydro-Québec avait juste continué. Je vais brouiller les cartes un peu.
Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Il y a eu un reportage à Radio-Canada ce week-end, je crois. On parlait de Bitcoin, justement, ou de crypto-monnaie, peu importe la crypto-monnaie. Et notre Hydro-Québec national est tellement performant au niveau mondial, le coût de l'électricité, fait qu'on va attirer, puis il y a des négociations qui sont actuellement en cours, on va attirer des gros mineurs de Bitcoin. Parce qu'il faut savoir que pour générer des Bitcoins, ça prend énormément d'électricité. Je fais ça simple. Et compte tenu qu'on est un des systèmes les plus fiables et les moins chers au monde, il y a des négociations qui ont cours actuellement entre Hydro-Québec et des gros mineurs de Bitcoin. On nous donnait comme exemple dans le reportage, le Centre Bell consomme 5 kW d'électricité. Les mineurs qui sont actuellement en discussion avec Hydro-Québec veulent consommer entre 5 et 20 kW. C'est hallucinant. Mais effectivement, ça nous ramène quand même au problème on a des infrastructures physiques, briques et béton. Pourquoi au Québec, on a construit autant de chambres de serveurs dans les dernières années? Les IWEM qui ont été vendus à des Américains, les fibres noires. Oui. Cogeco qui a acheté Pier One, qui a pris certains des serveurs aux États-Unis, les a ramenés ici, coût d'électricité. Exact. Ce coût de l'électricité est moins cher. Donc, tu sais, c'est des choses que... Mais malgré ça, Hydro est en train de changer. Vraiment, ils ne sont pas dans ce moment-là. Puis moi, je peux vous garantir que si on inventait une pile qui peut être chargée par l'énergie solaire, je vais mettre ça sur mon toit de maison, c'est terminé. Là, tu débranches d'Hydro, that's it, là. Un autre qui va être en difficulté, c'est Gaz Métropolitain. Tu sais, Gaz Métropolitain qui distribue du gaz. Pourquoi? L'endroit où puis là, encore plus depuis qu'on a décidé de canceller le projet qui est de l'Alberta vers le Québec, c'est qu'on s'alimente en gaz dans des pays qui ne sont pas trop le fun au niveau politique. Tu sais, le Venezuela, je ne suis pas capable de le prononcer, mais tu sais, pas le fun là, comme pays puis comme tension politique. Puis je ne sais pas si vous regardez dans certains pays, aujourd'hui, en Afrique, il y a eu un coup d'État. Autre pays où on s'emmagasine en ressources naturelles. Donc, il faut faire attention. Alors, le principal actif de GazMet, c'est un réseau de distribution de gaz sur lequel on se retourne vers des pays étrangers pour s'emmagasiner du gaz. Tu sais, ça ne regarde pas bien. Mais regardez ce que Gaz Métro a annoncé il y a 2 semaines. Ils vont faire plus d'investissements que Hydro-Québec dans l'électricité éolienne. OK? Donc, encore une fois, mais ils ont fait ça il y a 10 jours. Ils sont en retard dans la parade, là. Puis tu comprends que d'arriver dans un marché, parce qu'on a des parcs éoliens en Gaspésie, là, le parc il est construit. Donc, ça coûte bien moins cher de commencer from scratch que d'acheter le parc existant de quelqu'un. Parce que cette personne-là l'a développé, elle sait ce qu'il vaut, elle a réussi à faire au moins 1 an de rentabilité ou de perte avec, mais elle sait combien ça coûte de l'entretenir. Donc, le coût de rentrée est plus important. Je donne cette conférence-là, puis je m'amuse parce que je l'ai donnée il y a 2 semaines devant un groupe. Puis il y a un groupe de syndicalistes qui étaient vraiment pas contents. C'est des gens en construction. Je vais juste dire ça. Parce qu'ils disaient, ouais, c'est bien beau les modèles d'affaires, mais en construction, ça ne changera pas. Puis là, écoute, j'ai arrêté ma conférence parce que, ça faisait 2-3 fois qu'ils se levaient devant 200 personnes pour me challenger. Donc, j'ai arrêté. Je disais, pouvez-vous m'amener un laptop en avant, s'il vous plaît? J'ai dit, il faut qu'il y ait l'Internet. J'ai dit, écoute, là, vous me prenez de front, je vais vous prendre de front. Alors, donnez-moi un métier que jamais le modèle d'affaires va changer. Puis là, ils me disent, des bricoleurs. Ça, les bricoleurs, c'est ceux qui posent de la brique. OK? Puis moi, je me suis amusé devant eux. Là. Je suis devant la salle, on a branché là, avec mon laptop. J'ai fait brique dans YouTube. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis pas capable de planter un clou. C'est certainement pas moi qui va faire ça dans la vie. Mais j'ai trouvé un robot devant eux, là, 5 minutes. Ce robot-là, il brique une maison 24 heures sur 24. Il ne se fatigue pas. Là. Puis, il n'y a pas besoin d'échafaud chauffé parce qu'il fait froid là, à Montréal, à moins 40, de faire de la brique. Là. Deuxièmement, le caulking, là, excusez l'anglicisme parce que je ne sais pas comment ça s'appelle là, en français, mais à moins 40, il faut qu'il chauffe le truc parce que sinon, il gèle. Mais ça ne marche pas avec la machine. Alors, je peux vous garantir que si on en est rendu là, OK, puis cette machine-là, là, elle prend 4 mesures à faire. Tu prends en haut, en bas, sur le côté, puis il y a une fenêtre. Puis sans se fatiguer, elle va briquer à peu près, je te dirais, elle brique une maison en une journée. OK?
Alors là, les gens, ils capotaient. Bien entendu, ces gens-là nous ont engagés après pour revoir leur modèle d'affaires. Mais c'est ça. Puis j'ai une compagnie de construction qui m'a dit « Hey, elle est où la machine? » Parce qu'elle serait prête à rentrer au Québec. Mais c'est ça, l'évolution des modèles d'affaires. Okay? C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, puis cette machine-là là, est en opération aux États-Unis. Puis honnêtement, c'est fascinant de voir comment des gens peuvent créer des trucs, puis les rendre disponibles sur le marché pour peu d'argent. C'est sûr que, bon, si vous voulez vous faire votre maison, je ne vous dirais pas d'acheter la machine, là, mais pour une compagnie de maçonnerie qui fait ça à temps plein, écoute, pas d'histoire de syndicat, pas d'histoire tu sais, c'est vraiment un game changer. Après, avec les imprimantes 3D, là, tu peux faire ce que tu veux. Ah, là, C'est un autre... ça, les imprimantes 3D, ça va révolutionner le monde du prototypage. En ce moment, le problème, c'est parce que j'ai fait un projet là-dedans, c'est que le problème avec l'imprimante 3D, c'est qu'ils ne sont pas capables de trouver une constance d'un item à un autre. Alors, mettons qu'on y fait faire une boule de billard. D'une boule à l'autre, il n'est pas constant. La machine, à ce jour, aujourd'hui, il y a peut-être une machine qui existe à la NASA, là, mais la machine commerciale n'est pas capable de reproduire dans un niveau de qualité 50 boules pareilles. Mais ça va se corriger. Ça va encore une fois tout changer. Ils ont pris cette machine-là, puis là, je pourrais vous le montrer, mais ça, vous l'avez sûrement vu. Ils font des maisons en Chine avec ça. Une maison. Ah, tu sais, c'est un robot qui tourne. Puis bon, c'est la plupart du temps des maisons circulaires, parce que c'est plus simple à faire. Mais ça va, encore une fois, tout changer la façon dont sont faites les choses. Rapidement, puis en conclusion, on est dans une ère d'économie numérique. Puis en plus, le père Stéphane du ICAM Montréal est ici. C'est son expression. Puis quand je le dis toujours, on n'est plus dans une ère de arrêter de transformation numérique. Là, c'est il y a 5 ans. Là, c'est l'économie numérique. Tout va être numérisé. Pas seulement que juste... Parce que souvent, je rentre dans une entreprise, oui, on a un site web. Ça, c'est pas à faire un projet de transformation, là. OK? Ça, c'est avoir un peu de techno. Mais aujourd'hui, on est dans une ère d'économie numérique. Tout va passer par des channels technologiques. Il faut être prêt à ça. OK? L'autre affaire, c'est sa stratégie, OK? Faites une stratégie, OK? Puis, digitalisez-la. Faites pas l'inverse. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un projet digital, puis on va essayer de se rendre à l'humain. Prends l'humain, puis amène-les dans le digital, et non l'inverse. OK? Puis ça, la façon la plus simple, donnant un enfant, là, il y a une vidéo célèbre qui existe sur YouTube. Là. Il y a un monsieur de Harvard qui pose des questions à un garçon de 5 ans. Puis il montre un ballon. Il dit « What kind of ball is that? » C'est en anglais. Puis là, il disait « A ball ». Puis il dit « Oui, mais quel type? » C'est un ballon de basket. Puis il dit « Un ballon de football ». Puis il dit « Non, c'est pas ça ». Il dit « Quelle couleur est ça? » Puis là, il montre un carton bleu. Puis le petit, il dit « Blue ». Tu sais, ou « Red ». Il se trompe. Il montre plein d'items comme ça. Puis l'enfant de 5 ans se trompe. Après ça, il donne un iPad. Puis il dit « C'est-tu capable d'ouvrir ça? » Le petit gars l'ouvre, part une app, joue avec. On en est là. C'est ça, digitaliser sa stratégie. C'est de rendre ça tellement simple pour qu'un garçon de 5 ans puisse, de façon autodidacte, apprendre à jouer avec. Leadership des individus. Encore une fois, il n'y a aucune transformation, projet d'innovation, nouveau modèle d'affaires qui va se faire sans un leadership des individus. Votre personne que vous allez nommer, qui va vous accompagner dans cette transformation-là, doit être assis à côté du CEO. OK? Puis nous, quand on a fait des projets dans des entreprises, ça faisait un gros clash parce qu'une innovation, là, peu importe de modèle d'affaires, de produit, ça ne se fait pas en silo. Okay? L'innovation, ça se fait transversal. Donc, cette personne-là doit être habilitée à se promener avec autorité dans tous les départements. J'ai vu des aberrations au Québec, là, dans certaines usines, genre l'innovation relève du marketing ou pire, des ventes. Ça, c'est le worst que j'ai vu. Là. Non, c'est une ligne transversale. Okay? Puis dans les projets qu'on a faits, nous, on a ramené l'innovation à côté du bureau du CEO. On a gagné du temps, fait le projet plus vite, puis on a eu de l'engagement du reste de l'équipe et même de l'ensemble des employés. Puis, ça prend un leadership organisationnel. Ce que je veux dire par là, c'est que si ton département d'innovation
ce qu'il y a comme moyen, c'est une feuille de papier et un tableau blanc dans son bureau, vous allez aller nulle part. Ça lui prend son propre budget, sa façon d'opérer à elle, le choix de ses propres sous-traitants. Ça, c'est souvent difficile. On a fait un projet, nous, avec la Banque nationale, je le mentionne parce que... Mais on a été capable de choisir nos propres projets, nos propres sous-traitants. Donc, on allait en dehors des sous-traitants autorisés de la banque. Mais on a fait un projet en 4 mois. Les gens de Toast étaient avec moi dans ce projet-là. On a fait un projet en 4 mois que la banque n'aurait jamais été capable de faire ça en 4 mois. Mais on avait un leadership organisationnel. Ça donnait bien, c'était moi le patron, mais on dirigeait nos équipes, on le faisait à notre façon. Puis bon, est-ce qu'on a pilé sur le pied de certains appartements? Est-ce que j'ai pu froisser des gens dans ce projet-là? C'est sûr. Par contre, c'est un projet que tout le monde disait qu'il prendrait 1 an à livrer. On l'a livré en 4 mois. On budget, sur le temps, etc. Donc, c'est ça, faire un projet de transformation de votre entreprise, même au sens de son modèle d'affaires. Il y a un livre qui peut vous aider. Je suis un gars que, pour ceux qui me connaissent, là, je lis 1 livre par semaine depuis 20 ans. Business Model, nouvelle, je m'en allais le dire en anglais, là, mais ça, c'est Business Model, nouvelle génération. C'est un livre qui est très célèbre, qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. C'est un livre qui va vous montrer comment faire un projet de modèle d'affaires. OK? Puis ça vient avec une matrice. Le livre est hyper imagé, il est facile à utiliser. Okay? C'est un des outils. Oui, il en existe 7 ou 8 autres, mais moi, je trouve que c'est l'outil le plus simple pour commencer à faire un projet de modélisation, de changer son modèle d'affaires, de lancer un nouveau produit, de challenger un produit existant. C'est un outil qui est fort utilisé et je pense qu'il est utilisé à l'école. Mm-hmm. Utilisé à l'école pour un atelier de 3 heures de 50 $. Ah bon, ben, vous voyez, il y a un atelier à l'école ici à Montréal qui est donné. Ça coûte 50 $ qu'on m'a dit, un atelier de 3 heures. Et moi, cet outil-là, je l'utilise honnêtement pratiquement 1 fois par mois chez un client où il faut que je le ramène à 30 000 pieds d'altitude. Parce que là, il est trop collé sur ses opérations. Alors, je vais te ramener à 30 000 pieds d'altitude, puis oui, on va redescendre tranquillement. Mais posons-nous les vraies questions d'en haut, parce que sinon, tu es juste trop proche de l'arbre. Comme on a dit, je vais terminer là-dessus puis je vais prendre des questions. J'ai écrit un livre, j'en parle souvent, Inspiration Inc. On a fait 10 entrevues avec des entrepreneurs de partout à travers le Québec, des jeunes, des moins jeunes, dans plein de secteurs d'activité. Pourquoi j'en parle, surtout dans cette conférence-là? C'est pour faire de l'autopromotion. J'ai sorti ce livre-là au mois d'avril de cette année. Et entre avril et aujourd'hui, il y a une entreprise qui a fermé dans le livre. Elle a fait déjà faillite. Et pourtant, c'est une entreprise qui avait eu pas le luxe, là, mais elle avait eu le support de 5 dragons. Pas un, les 5 dragons embarqués. Mais son modèle d'affaires était trop audacieux. Alors, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, pas parce qu'en fait, c'est pour faire de la promo. C'est qu'entre avril et aujourd'hui, entreprise qui a levé plusieurs centaines de milliers de dollars, son modèle d'affaires était trop audacieux, ce qui veut dire que, très bonne idée, peu de clients. Si tu n'as pas de clients dans la vie, tu as beau avoir le meilleur des produits, ça ne marchera simplement pas. OK? Oui. Donc, la question, c'est est-ce que c'est une question de marché? OK, donc est-ce que c'est une question de marché? Est-ce que le modèle d'affaires doit évidemment être en harmonie avec son pendant, là? Bien, c'est sûr. Encore une fois, cette entreprise que je parle, que j'adore l'entrepreneur, modèle d'affaires extraordinaire, mais des clients qui ont de la misère à payer leurs factures, dans un marché où le client a de la misère à payer ses factures, dans un marché où le client a une marge d'à peu près 5 à 10 donc, si toute l'industrie en arrache, puis que toi, tu es le dernier qui vont payer, bien, ça va avoir une répercussion sur toi-même comme entreprise. Moi, souvent, là, c'est sûr que moi, au bureau, on est 15, puis j'ai du monde vraiment brillant, qui est pas mal plus brillant que moi, qui m'entoure, ce qui veut dire qu'ils nous génèrent des nouvelles idées à tous les jours. Puis moi, je dis tout le temps, je l'aime ton idée, mais quand tu vas en parler à 5 de nos clients, OK, avec un questionnaire, puis je veux le même questionnaire aux 5 différents clients, si tu es toujours convaincu de ton idée, après ça,
là, tu vas venir me présenter. Parce que sinon, je passerais ma vie à écouter des idées de ma propre gang. Mais tu vas voir que des fois, là, hey Phil, c'était une méchante bonne idée, mais dans les 5, il n'y en a pas un qui l'achèterait. Bon, merci. Tu sais, c'est de même, moi, que je sauve de l'énergie, du temps, parce que si je disais, hey, oui, on le fait, là, tu sais, tu fais du marketing, une brochure, tu vas voir des clients. Non, je ne fais même pas ça. Là. Va me dire, 5 de nos clients l'achèteraient. Puis des fois, c'est, hey Phil, ils ne l'achètent pas, mais ils m'ont tous parlé de telle affaire. Colin, ça, c'est important. Puis là, on lance sur un autre projet d'innovation, mais qui n'était pas le premier projet qu'on avait vu. Donc, c'est un peu ça. Mais si vous avez des questions, allez-y. Oui. Tu parles d'innovation. Tout le monde doit participer. Un entrepreneur dans une entreprise, peu importe le milieu, devrait consacrer combien de temps/ressources de sa marge à l'innovation? Je sais que tous les modèles sont différents, mais mettons un benchmark. Je te dirais que dans une entreprise, je vais appeler de service. Tu dois, encore une fois, là, c'est moi qui te réponds. Là, ça, c'est ma perception à moi. Là, je vais te dire combien nous on investit. On est une compagnie de service. On investit 10 de notre chiffre d'affaires à pousser nos services, les améliorer, les benchmarker. Donc, ça met une pression énorme sur nos états financiers, mais ça fait que je suis embarqué moi-même dans un roulement de cycle de produits où ce que j'avais de super hot il y a 8 mois n'est même plus vendu comme service chez nous. Parce qu'on l'a amélioré, on l'a changé. Donc, c'est un roulement. Mais 10 puis dans le produit, un produit physique, je me suis fait dire que c'est moins mon dada. Là, j'étais dans l'entreprise de service toute ma vie. Mais si je regarde tous mes clients, c'est à peu près 5 de règle d'or que j'ai vu dans l'entreprise manufacturière. Mais c'est énorme, sur une compagnie qui fait 80 millions de chiffre d'affaires, 5 Puis vous comprenez, ce 5 %-là là, est investi directement pour amener le produit 2, faire des prototypes, tester le marché, appeler des clients, auriez-vous besoin d'un autre? Donc, c'est quand même des beaux sous. Oui? Je veux savoir, c'est quoi les principales barrières à l'innovation dans une entreprise et comment mettre en place ou comment développer une culture d'innovation au sein d'une entreprise? Donc, la question est double. Quelles sont les barrières à l'innovation et quelles pourraient être les meilleures pratiques pour créer, disons, un département d'innovation ou une culture d'innovation dans l'entreprise? Je pense que la première barrière, c'est d'être assis sur ses lauriers. Donc, de penser qu'on n'a pas à s'adapter. Si vous savez le nombre d'entreprises que je visite où ils n'ont pas de programme d'innovation, puis là, juste encore une fois, en allant sur YouTube avec le président de l'entreprise, j'y montre des affaires qui sont faites dans son domaine ailleurs. Généralement, il n'est pas trop content. Là. Alors, tu sais, la première barrière, c'est est-ce qu'on en a réellement besoin? Tu sais, moi, j'ai toujours été le petit gars fatiguant en classe. Là, tu sais. Pourquoi? Donc, questionner ton modèle. Ça, c'est le plus gros frein. Le deuxième frein devient l'humain. OK? L'humain là-dedans, parce que les humains n'aiment pas le changement. Il ne faut pas se le cacher aussi au Québec, c'est particulier, mais on est extrêmement syndiqué. Je ne sais pas que c'est bien ou c'est mauvais, mais de faire un projet d'innovation dans un contexte syndiqué, c'est un autre ballgame. Moi, j'ai fait une entreprise dans les 2 dernières années et ça a été le mandat le plus difficile de mes 20 années de carrière. OK? Parce que il faut qu'ils comprennent ces gens-là, là, peu importe que, on ne pourra pas continuer à payer si cher une ressource parce que malheureusement, elle est disponible au quart du prix ailleurs. Puis ça, ce n'est pas de ma faute à moi, ce n'est pas de la faute de l'entreprise qui est mon client. C'est juste une réalité. Puis le dernier, c'est l'argent. Quand tu es serré, il ne faut pas se cacher. Là, au Québec, on a des entreprises énormément en santé. On en a un méchant paquet là, qui vivent aux 2 semaines de la paye. Là. Ça veut dire que moi-même, j'ai été longtemps là-dedans là, où, comme actionnaire d'entreprise, j'étais le gars qu'il fallait qu'il s'occupe qu'il y ait de l'argent dans 2 semaines pour faire la paye des employés. Mais quand tu es concentré là-dessus, puis quelqu'un dit « Hey Philippe, on va essayer quelque chose, ça va coûter 100 000 $, ouais, on va y penser. » Mon focus, c'était bien plus à faire ma paye dans 2 semaines. Est-ce que ça répond à votre question? S'il y a une autre question? Bon. Comme il n'y a plus d'autres questions, commentaires ou autres, comme toujours, si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs, ça serait quoi? Retournez-vous vers le monde. Regardez ce qui se fait ailleurs.
Encore une fois, moi, je suis un privilégié de la vie. Je voyage énormément pour mon travail. Mais, tu sais, souvent, les gens me disent hey, c'est tellement brillant ce que tu as fait dans notre entreprise, Philippe, avec ta gang. Tu sais, on ne l'a pas inventé, l'idée là, que j'ai présentée à mon client. Je l'ai pris ailleurs. Tu sais, dernièrement, on a pris une idée qu'on n'a pas volée, mais tu sais, on a pris un process qui existe dans l'industrie automobile. Donc, quand tu vas acheter un auto dans un concessionnaire, la façon que le représentant te présente tous les services, tu sais, c'est très, très, très processisé, tu sais, de la manière. Il y a un process. Puis on l'a amené dans un domaine de l'assurance, puis on a augmenté les ventes de 12 %. Mais quand j'ai dit à mon client au début, écoute, on va prendre ça, là, ça vient de l'automobile. Il dit, hey, c'est pas vrai que tu vas mettre un processus de vendeur de char chez nous. Là. Je dis, écoute, attends, on va l'adapter, on va le transformer, on va mettre la culture. Mais aujourd'hui, à 12 % là, quand je passe dans son bureau, il est content en tabarouette qu'on l'ait fait. Alors, retournez-vous vers le monde. Avec l'Internet, là, c'est comme une bible de plein d'affaires. Il ne faut pas tout croire ce qui est écrit aussi, là, mais c'est incroyable. Puis il y a des journaux puis des magazines qui se spécialisent là-dedans. Des Harvard Business Review, des Inc. Magazine, le journal Les Affaires à Montréal. Ils publient des cas. Nourrissez-vous de cas réels. Moi, c'est là que je m'alimente le plus de génération de nouvelles idées. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Beaucoup.